Vous êtes sur France 3, vous êtes au bon endroit. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Dans ce journal, une cuvée d'exception. En Saône-et-Loire, un couple de vignerons va pouvoir fabriquer son vin grâce à l'aide de plusieurs volontaires. Ils ont donné de l'argent et un coup de main. Ils ont fait sauter la banque. Hugo, jeune cavalier de 14 ans, et sa jument Calamity Jane se sont illustrés au jumping de Dijon. On en parlera dans un instant avec Christophe Taris dans Sport Bourgogne. Et puis enfin, ils vivent leur passion jusqu'au bout, au point de s'habiller comme leur personnage favori. 800 fans de manga en rivalité d'imagination pendant 2 jours à Dijon. La solidarité, ça existe aussi dans le milieu de la viticulture. Il n'y a pas que les grands domaines. À Bray, en Saône-et-Loire, un jeune couple de viticulteurs va pouvoir mettre en bouteille son vin grâce au financement participatif. Damien Boutillier, Romy Wachuk. Sur le domaine de Doménat, cette vendange est plus qu'une récolte classique, c'est une renaissance. Car installés depuis 2013, ces vignerons ont failli tout perdre par manque d'argent. Ils n'avaient plus de liquidité financière pour mettre en bouteille leur vin et aucune banque ne voulait les aider. C'était pas un gros coup, c'était 3 000 €, mais les banques n'étaient pas intéressées par notre exploitation parce qu'on n'avait pas assez de garantie. Nous avions du vin en cuve, mais pour eux, la garantie n'était pas là. Donc nous n'avions pas de quoi financer notre mise en bouteille. Et c'est dans l'économie sociale et solidaire qu'ils trouveront leur salut. Car la somme de 3 000 € a pu leur être prêtée à taux zéro par une association. Cagnotte Solidaire, c'est son nom. Elle permet d'aider des porteurs de projets. Les critères, c'est d'abord de l'agriculture biologique et le principe de proximité. C'est-à-dire, voilà, ce que l'on veut, c'est recréer du lien social, recréer de la solidarité. Donc, nous, typiquement, on s'engage sur des projets qui vont à 30 km autour de Tournu, quoi. Le principe est simple. Chaque adhérent de l'association donne un peu d'argent, mais pas que. L'esprit, c'est aussi de développer un réseau. J'ai connu des gens autour qui nous ont soutenus et qui aujourd'hui vendangent avec nous gracieusement, et c'est génial parce que nous on a pu se lancer dans notre production de vin, fournir nos étiquettes, nos bouteilles, nos bouchons, et ça nous a permis de nous lancer et de partir à l'aventure. Et avec près de 4000 bouteilles commercialisées, le tout sans pesticides, l'activité du domaine démarre tout doucement, mais sûrement. Le dialogue entre les cultes et les différentes cultures, ça peut sembler être de grandes idées, mais ça prend tout son sens dans le contexte actuel. Pour preuve, les 10e rencontres interreligieuses qui se déroulent aujourd'hui et demain à Vézelay. Rémi Chiden avec Claude Dedin. Vézelay, lieu spirituel et pendant 2 jours, centre d'échange entre les différentes religions. Depuis 10 ans, l'association protestante Théodore de Bèze anime ces rencontres interreligieuses. Un rendez-vous annuel devenu d'autant plus nécessaire dans le contexte actuel. Je pense que la seule façon de pouvoir lutter contre la violence, contre les idées reçues et tout ça, c'est vraiment d'avoir une connaissance un peu précise des différences entre les religions, entre les pensées. Cette année, les débats sont guidés par une question, les différences spirituelles, source de conflits ou de richesse. Et face au constat des oppositions, il reste encore beaucoup à construire pour mieux vivre ensemble. Si le dialogue écuménique intra- et extra-chrétien n'a pas tenu ses espoirs, c'est parce que nous n'avons pas su poser les bonnes questions. Et donc je crois qu'il faut reformuler nos interrogations sous une forme qui est plus pertinente. La coopération est essentielle entre les différents cultes, mais aussi dans leur rapport avec l'État. Le débat sur la place des religions se pose régulièrement. Dans un cadre, la laïcité censée garantir à tous la liberté de conscience. Il ne va pas y avoir de cassure dans la société ou de fracture dans la société à cause de ses pensées, à cause d'une certaine liberté. Non, la liberté, elle est donnée à tout le monde. La liberté de penser, de croire et tout cela. Et je pense que c'est Dieu qui nous pousse à aller vers les autres. Un constat partagé par la 50aine de participants au débat, quelle que soit leur foi, croyants ou non, mais bien décidés à continuer à faire vivre ce dialogue au quotidien. Direction Chalon-sur-Saône à présent, où les problèmes sanitaires persistent au lycée du Moret. Rien ne permet d'expliquer pourquoi certaines personnes ont été victimes de malaise ces derniers mois. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail se tiendra demain dans l'établissement. Damien Boutillier. Au lycée Thomas Dumoret de Chalon-sur-Saône, ils sont encore au moins 2 agents à être en arrêt maladie pour des maux de tête, vertiges et même des malaises. La raison, elle est tout simplement inconnue.
La situation dure depuis plusieurs mois. Des élèves, des professeurs, des agents techniques ont été touchés. Le lycée a même suspendu ses cours 2 jours en mai dernier. Puis le bâtiment incriminé a été l'objet de bon nombre d'analyses, d'enquêtes et finalement, depuis quelques jours, il est tout simplement fermé. Mais le dossier n'est pas clos pour autant. Ce lundi, de nouveaux experts vont se déplacer sur les lieux. Un CHSCT, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est programmé à compter de 9h. L'agence régionale de la santé a même été saisie de la situation et les syndicats commencent à monter au créneau, comme la CGT qui demande des comptes. Mais il n'est pas sûr que des réponses soient immédiatement apportées vu l'étrangeté de la situation. En tout cas, le dossier devient aussi sanitaire que politique. À suivre. Comme chaque dimanche, l'agenda de la semaine. Demain, la France lancera le mois sans tabac, une opération inédite qui s'inspire de nos voisins britanniques. Un kit pour arrêter de fumer sera disponible gratuitement en pharmacie. Mardi, journée décisive pour les 83 salariés de Sillen & Co à Nevers. La justice se prononcera sur la reprise ou la liquidation de cette entreprise spécialisée dans l'éclairage et notamment le LED. Le Val-Suzon, sacré forêt d'exception. Mercredi, les crins dijonnais devraient recevoir officiellement le précieux label et ainsi rejoindre les sites de Fontainebleau, Compiègne ou encore Verdun. Et puis enfin, jeudi, une nouvelle journée d'action du comité de défense de la ligne ferroviaire Paray-le-Monial-Lyon. Une ligne menacée de fermeture. Elle est empruntée chaque jour par près de 860 voyageurs. C'est l'un des plats préférés des Français, les escargots. La récolte vient de commencer. En Bourgogne, une trentaine d'élevages sont concernés, tous en plein travail. François, Marie Lapchine et Isabelle Rivière sont allés à Vernou, en Côte d'Or. Regardez. Décore un terrain de 800 mètres carrés au milieu des champs qui abrite plus de 160 000 escargots qu'il faut aller chercher à la main, collés dans leur abri de planches ou bien en train de divaguer au milieu des hautes herbes. Ancien ingénieur en informatique, après une nouvelle formation depuis 2012, Frédéric Marcouillou s'est lancé dans l'élevage des colimaçons. Ils naissent au printemps, un escargot ça pond des œufs, c'est hermaphrodite, ça pond des œufs dans la terre, on récolte les œufs, on les met en incubation et quand les bébés vont naître, ils sont de la taille d'une tête d'épingle, une grain de lentille en gros, et on vient les lâcher dans les parcs comme on peut voir là derrière. Donc ils font toute leur croissance en extérieur, dans de la végétation, qui leur sert d'alimentation et de couvert pour se protéger du soleil et du vent. Et pour les protéger un peu plus, on rajoute des cabanes avec des planches, ce qui va vraiment pomper l'humidité, le bois, et protéger les escargots du vent et du soleil. Parmi les cueilleurs, les ramasseurs, Bruce, ancien forestier, qui a décidé de se lancer lui aussi dans l'élevage d'escargots. C'est un métier rentable, il faut avoir, faut en faire une quantité suffisante. Je dirais que des chiffres que m'a donné Frédéric, à peu près 600 mètres carrés, on peut espérer récolter 120 000 escargots. Et en fonction du mode de cuisine derrière et des différents produits qu'on obtiendra, on peut retirer un revenu, correct. D'ici la fin de ce mois, les 250 000 escargots ramassés vont être placés dans des cagettes où ils vont commencer à s'endormir. Puis un peu plus tard, l'Helix aspersa maxima, communément appelé le gros gris, va se retrouver entouré de persil, d'ail et de petits légumes cuisinés dans le laboratoire maison. Allez, ça va un peu plus vite, il est l'heure d'ouvrir notre page sport. Jingle. Bonsoir Christophe. Bonsoir Elsa. On commence avec du basket et Chalon qui a repris son élan hier. C'était l'ascenseur émotionnel lors de cette 3e journée de Pro A. Oui, Elsa, sévèrement battu la semaine dernière chez le leader Monaco. Les Chalonnais se sont bien repris hier soir au Colisée en venant à bout d'Antibes 76-65 grâce à une arme qui n'était pas vraiment leur fort la saison passée. On voit tout ça avec des images de Jean-Louis Saintin. Ce qui est surprenant, c'est qu'avec cette équipe 67, 68, 65 points encaissés, je pense que ça fait 20 ans que ça m'est pas arrivé. On a l'habitude d'être meilleure attaque du championnat. Je crois que cette année, clairement, on ne le sera pas. Après, si on peut être dans les 5 meilleures attaques et 5 meilleures défenses, ce sera pas loin de la vérité. C'est une révolution à Chalon. Encore plus pour son entraîneur, habitué au tout pour l'attaque. L'élan s'appuie cette saison sur sa défense. La 2e de Pro A sur les 3 premiers matchs. Une défense qui s'est transformée en arme fatale, tant les Chalonnais ont souffert pendant 3 quarts temps, comptant jusqu'à 8 longueurs de retard face à des Antibois invaincus et accrocheurs. Il paraît que ça se joue en 40 minutes, alors donc comme les 10 dernières minutes n'ont pas été bonnes, mais on a perdu ce match. On ne s'est pas suffisamment mis en mouvement, on a laissé Chalon nous agresser défensivement et on n'a pas réussi à trouver les bonnes réponses.
car le piège défensif s'est resserré sur des Antibois soudainement sans réaction. Chalon va ainsi passer un cinglant 17-3 dans les 7 dernières minutes, porté notamment par son américain Lance Harris, auteur de 22 points, dont quelques flèches assassines. Au final, l'élan s'impose 76-65 et bascule dans le haut de tableau. Bien sûr, j'ai marqué beaucoup, mais le plus important, c'est d'aller chercher la victoire. Et tout ce que je fais pour mon équipe, c'est pour gagner, que ce soit des points, des passes, des rebonds, je suis là pour ça. L'élan peut enchaîner dès dimanche encore à domicile face à la Lanterne Rouge Nancy pour défendre son invincibilité au Colisée. Et pour la JDA Dijon, rendez-vous demain à 20h30 au Palais des Sports. Les Dijonnais accueillent Gravelines. Allez, on saute encore, mais sur des chevaux avec le jumping de Dijon. Oui, ce concours hippique est devenu international 2 étoiles cette année. Il a rassemblé les meilleurs cavaliers du moment. Parmi les amateurs présents, un jeune franc-comtois fait figure de futur crack. Hugo Petiot, il n'a que 14 ans, mais un talent fou. Théo Souman et Romain Libose ont galopé à ses côtés. Depuis toujours, le délire d'Hugo, c'est les chevaux. Les choyer, les monter, les faire gagner. Le petit cavalier a ça dans le sang. Il a 14 ans, soit 2 de plus que sa jument du moment, Calamity Jane. Elle, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Et avant, c'était ma sœur qui la montait. Là, je la nettoie pour qu'elle soit toute belle, pour le passage. Après, je vais la préparer, que tout le matériel soit bien posé et tout. C'est toujours moi qui le fais, ça. Ensemble, ils ont déjà réalisé de belles performances. Et le duo semble prêt à franchir de nouveaux obstacles. Mon but, comme tous ceux des cavaliers, à mon avis, est faire du 5 étoiles. Mais espérer déjà être un bon cavalier pro et sauter aux alentours de 145-150, ça serait déjà bien. Aujourd'hui à Dijon, la barre est un peu moins haute, à 1,15 m. Mais sur le parcours, ça saute aux yeux. C'est le gamin de Belfort le plus fort. Et pour ne rien gâcher, alors que tout le milieu de l'équitation lui prédit un grand avenir, le petit génie, lui, est assez mature pour ne pas s'emballer. Ça lui arrive de gagner, mais ça lui arrive de perdre, donc ça lui permet aussi de remettre les pieds sur terre. Donc c'est un sport qui n'est pas facile, qui nous remet bien à notre place régulièrement. Donc je ne m'inquiète pas du tout pour ça, il n'a pas la grosse tête et non, il est bien conscient que c'est pas facile et que si ça marche aujourd'hui, tant mieux, mais c'est pas garanti pour demain, quoi. Je suis sa maman, avant d'être son coach, j'ai l'espoir qu'il soit heureux dans ce qu'il va faire, quel que soit ce qu'il va faire. Un sans faute plus tard, Calamity Jane et Hugo Petiot ont fait sauter la banque. Ils gagnent la manche, un bouquet de bonnes bouteilles pour plus tard et une belle Marseillaise. Pour réussir en concours, c'est pas simplement monter un cheval. Moi, je serais pas capable de sauter les barres qui sautent. Il faut avoir une présence d'esprit. Il faut analyser en permanence, rectifier le tir, rectifier le contrat de foulée avec le cheval. Et c'est pas étonnant que ce gamin réussisse, quoi. J'espère que ça va continuer comme ça tout le week-end et que je vais pouvoir gagner d'autres épreuves. Et ma jument était très bien, elle était contente d'être là et elle a donné tout ce qu'elle avait. Et en plus, il n'oublie pas de ménager sa monture dans son interview. C'est peut-être pour ça qu'il ira loin. Allez, so long, Hugo. L'avenir t'appartient. Et ce n'est pas encore le retour à l'écurie pour vous, Christophe. C'est l'heure de votre tour des stades. Oui, et l'obstacle était trop haut pour le tennisman dijonnais Vincent Millot cet après-midi. Il s'est incliné en finale du tournoi Challenger de Mons en Belgique ce dimanche. Opposé à Jan-Lennart Struff, Millot n'a rien pu faire. Il faut dire que l'Allemand sert à plus de 220 km/h. Bref, Millot a été écœuré, a été cravaché 6-2, 6-0 en moins d'une heure. Cela reste une belle semaine pour lui puisqu'il obtiendra demain le meilleur classement de sa carrière. Et ça s'est terminé évidemment par une poignée de main entre les deux hommes, toujours très charnel. Et bien voilà, tous vos applaudissements. Des Formule 1 ont fait leur retour sur le circuit de Prenois ce week-end, un tour dans le rétro avec ses bolides des années Fangio, à l'occasion de la Dijon Motors Cup, une course unique en France. Les amateurs ont notamment pu admirer la Maserati 250, mythique voiture des années 50. La France a tenu le haut du guidon au championnat d'Europe sur le circuit de Guignon ce week-end. Les Français ont remporté l'épreuve du quad. En revanche, moins de réussite en sidecar cross.
où ils finissent 6e, le titre est revenu à la Belgique. Champagne pour les coureurs de Chenôve lors du semi-marathon de Reims ce dimanche. La victoire est revenue à Romain Prudon. Ce gendarme de 27 ans a avalé les 21 km en 1 h 9 minutes 6 secondes. Il s'impose avec 1 minute d'avance. 3e place pour Gaël Lecause, un autre coureur de Chenôve. De la course à la marche sur le plateau de Chenôve cet après-midi, 200 participants pour une randonnée pour la bonne cause, car l'intégralité des fonds récoltés sera reversée à l'association de recherche onco-hématologie du CHU de Dijon pour améliorer le quotidien des patients. Et avant de refermer cette page sport, un petit détour sur les réseaux sociaux, Christophe, avec notre tweet du week-end. Oui, c'est celui de notre confrère Aurélien Meazza qui a découvert la très bucolique patinoire de Besançon cet après-midi, comme les hockeyeurs dijonnais qui se sont exilés pour la 10e journée de Ligue Magnus dans le Doubs. Mais les Dijonnais n'ont pas été dans le dur pour affronter Morzine. Ils viennent de s'imposer 3-1. Et on en reparlera demain en images dans le journal. Elsa. Et pendant que je vous tiens, Christophe, une dernière info. Qui sera l'invité de DFCO et débat mercredi soir? Bien, on met les petits plats dans les grands puisque ça sera le président Olivier Delcourt. On vous donne rendez-vous mercredi à 20h sur le Facebook de France 3 Bourgogne. Et à tout moment sur le site Sport Bourgogne. Merci à vous, Christophe, et très belle soirée. Ils ne sont pas déguisés, ils vivent leur rôle. On appelle ça le cosplay. Porter la tenue de son personnage manga préféré. 800 fans étaient sur le campus de l'IUT de Dijon ce week-end. Et vous allez voir, ça valait le détour. Marianne Picoche, Christophe Gaillard. Le festival Saiten, paradis des super-héros et super-héroïnes. C'est à celui qui arborera le déguisement le plus fidèle, le plus drôle, le plus recherché. Mais il ne suffit pas de se costumer, l'essentiel est d'incarner son personnage. Voici le héros de Kingdom Hearts, Sora. Je l'adore vraiment. Pour vous dire, quand j'étais plus jeune, j'étais amoureuse de lui. Donc du coup, quand j'ai découvert le cosplay avec ma sœur sur Internet, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. Ce regard de glace appartient à Ravenna, la méchante reine. Anne-Claire ne compte pas les heures passées à fabriquer son costume et à étudier son modèle. C'est vraiment une recherche du détail très précise. On regarde les bandes annonces en boucle, en boucle, en boucle. On zoome, on fait des captures d'écran, on essaye de trouver tous les détails et d'être au plus près du personnage. Cette forme de mimétisme a pour nom cosplay, contraction anglaise de costume et jeu. Beaucoup en font leur loisir, mais aujourd'hui c'est plus sérieux. Nos 10 super-héros concourent pour la sélection régionale de la Coupe de France. La séance photo est l'occasion de rivaliser dans les poses et les expressions. Il faut savoir que le cosplay, c'est pas un phénomène nouveau, hein. Ça sévit depuis les années 80 aux États-Unis. C'est les fans de Star Wars qui ont lancé le mouvement. Et puis maintenant, on est en 2016 et il y a toute génération confondue, plein de gens qui pratiquent ce loisir, soit qui achètent les costumes, soit qui les fabriquent, et soit pour le plaisir, soit pour les concours. Temps fort de cette 12e édition du festival Saiten, la Coupe de France de cosplay, avec ses répliques vivantes, a attiré une foule d'adeptes et de curieux. Les petites histoires de la Grande Guerre, c'est notre chronique 14-18 comme chaque week-end. Ce soir, le destin de Maurice Buris, cet industriel du tabac qui va prendre la défense des proscrits d'Alsace, celles et ceux qui ont manifesté des sentiments anti-allemands. Le récit d'Anne de Chalandard. Industriel du tabac, homme politique, mais aussi mécène, Maurice Burus, c'est une personnalité alsacienne qui ne mâche pas ses mots. Installé à Sainte-Croix-aux-Mines, petite commune tout proche de la frontière avec cette France qu'il aime tant, Maurice Burus ne cache pas sa germanophobie. À la fin de la guerre, il bataillera pour la reconnaissance des proscrits d'Alsace, ces Alsaciens condamnés à diverses peines par les autorités allemandes pendant le premier conflit mondial. Le cadre de vie de Maurice Burus est loin d'être désagréable. Un château construit par son père dans un style architectural très français, très française aussi. L'orientation que le chef d'entreprise donne à partir de 1911 à la production de tabac familial. Dans une Alsace allemande, Maurice Burus fabrique des paquets de cigarettes avec des noms de marques sans équivoque. L'algérienne, la parisienne ou encore Versailles. Pendant la guerre, l'industriel se voit contraint de loger des officiers allemands au château. En 1916, dans une lettre écrite à sa sœur installée en Suisse, Maurice Burus traite un officier allemand de sauvage, déplorant les traces laissées après une soirée bien arrosée. La lettre est interceptée et vaut une condamnation à une peine de 10 mois de prison à l'auteur.
qui perd 30 kilos durant son séjour pénitentiaire. D'autres Alsaciens auront encore moins de chance, fusillés sans aucune autre forme de procès. Dès 1919, Maurice Burrus cherchera à défendre les intérêts de ses victimes par la création de l'association des proscrits d'Alsace en vue d'obtenir des indemnités compensatoires. Des plaques en mémoire des proscrits seront également posées dans plusieurs communes. La plupart sera détruite par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accompagnés ce soir encore. Retour de l'information en Bourgogne demain dans la matinale dès 9h45. Muriel Rousselin va vous donner le détail exact et le programme dans un instant. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.